États-Unis, New York, aéroport LaGuardia, 22 mars 1992. Un avion de transport régional avec 51 personnes à bord tente de décoller. Rotation. Mais sans succès. Les pilotes avaient un problème, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Quand le vol USR 405 plonge dans les eaux glacées de Flushing Bay, 27 personnes trouvent la mort. Pour les enquêteurs, l'affaire est des plus simples. Cet accident ne nous a pas vraiment surpris. Mais leurs homologues canadiens n'en reviennent pas, car ce drame n'aurait jamais dû se produire. Quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, c'est un nouveau Dryden. En effet, une enquête menée 3 ans auparavant dans cet aérodrome canadien avait fourni les moyens d'éviter qu'une telle tragédie ne se répète. Si on avait suivi les recommandations de mon rapport, l'accident de LaGuardia aurait pu être évité. Une chose est sûre, les autorités concernées n'ont pas été prévenues. « 10 mars 1989. À 11h39, à l'aéroport régional de Dryden, la neige tombe doucement au moment où le vol 1363 d'Air Ontario, qui assure la liaison entre Thunder Bay et Winnipeg, fait escale dans cette petite ville loin de tout. Les passagers restent à bord pendant que l'avion reprend du carburant. Pour le test de l'air, Sonia Hartwig et le reste de l'équipage du Fokker F-28, cette journée est placée sous le signe des retards à répétition. Il tombait des gros flocons cotonneux bien blancs. Il faisait très très gris. Et je me suis dit, on va encore prendre du retard. Ça m'étonnerait qu'on arrive à l'heure à Winnipeg. En ce vendredi, veille de vacances, différer le départ d'un avion qui compte déjà 1 heure de retard pourrait compromettre les plans d'une bonne partie des 69 passagers et membres d'équipage. Beaucoup de gens partaient en famille au sport d'hiver. Donc ils tenaient à être à l'heure pour attraper leur correspondance à Winnipeg. Kenora Dryden, Air Ontario 363. Ontario 363, Kenora. Le copilote Keith Mills s'enquiert des conditions météorologiques quand le commandant George Morwood revient de l'aéroport où il est allé téléphoner. Ça empire. Quoi de neuf? Ça ne se dégagera qu'en fin d'après-midi. Compris. Forte chute de neige. Ça s'annonce difficile, mais ça reste dans nos limites de décollage. Tant mieux, parce que nos passagers tiennent à avoir leur correspondance, pourvu que ça se maintienne. La température flirte avec le zéro et la visibilité se dégrade. S'il ne décolle pas bientôt, l'avion pourrait être cloué au sol pendant très longtemps. Dryden est une toute petite bourgade qui se situe dans un coin reculé de l'Ontario. Avec une population d'environ 6500 habitants, cette petite ville se trouve à mi-chemin entre Thunder Bay et Winnipeg. L'hiver canadien est réputé pour être particulièrement rigoureux et la température chute très régulièrement à moins 35 degrés. Donc, mieux vaut ne pas se trouver à Dryden en pleine tempête de neige. Appartenant à la Gendarmerie royale du Canada, Don Croshaw et son collègue conduisent un détenu à Winnipeg. Quand on a étudié son casier judiciaire, il s'est avéré que ce prisonnier s'était montré violent. Donc il fallait être 2 pour s'en occuper. Il était recherché à Banff pour fraude. Et c'est pour ça qu'on le conduisait dans la province de l'Alberta. Voyant interdit de fumer et ceinture. Allumé, Instrument. synchronisé et vérifié. Le commandant utilise la puissance du moteur numéro 2 qui tourne déjà pour allumer le 1. Morwood et Mills sont tous deux très expérimentés, mais ne comptent que quelques centaines d'heures de vol sur Fokker F-28.
Cet appareil est le premier avion à réaction de la compagnie Air Ontario à desservir cette région du Canada. 24 minutes après avoir atterri, le vol 1363 est prêt à repartir. Informe Kenora qu'on est prêt. Mise en route effectuée. Roulage pour départ. Demandons clearance pour Winnipeg. Une seconde. Est-ce que vous pouvez attendre? La météo est mauvaise. Un avion a demandé à atterrir en urgence. C'est pas croyable. George Morwood doit donc différer son départ. 363, maintenons au point d'arrêt de la piste en service. Nous allons devoir patienter le temps qu'un petit avion se pose en toute sécurité. Désolé les amis, ça n'est pas notre jour de chance. J'étais hôtesse chez Air Ontario depuis 2 ans et je n'avais jamais rien connu de pareil. Le Cessna 150 se pose et dégage ainsi la piste pour le vol 1363. Dis-leur qu'on part immédiatement. Kenora, Ontario. On s'aligne 363, Dryden. Enfin, avec 1 heure de retard, l'avion s'avance sur la piste 29. Quand on a pris la piste pour se mettre en position de décollage, il neigeait. Et je n'arrivais plus à voir la lisière des arbres. C'était comme regarder à travers de la buée. Désolé pour ce retard. PNC, prenez place en vue du décollage. À 12h09, le vol 1363 est enfin prêt à décoller. Préviens Kenora qu'on est prêt. Kenora Dryden, Ontario 363, on décolle. Piste 29. Affirme. Kenora 363. Le commandant fait brièvement tourner ses moteurs pour les débarrasser de la neige et de la glace qui s'y sont accumulés. Ensuite, il s'élance sur la piste 29. Au décollage, je suis généralement détendue mais concentrée. Je passe mentalement en revue la checklist des choses à faire en cas d'urgence. V1. Le F-28 atteint sa vitesse de décollage, 80 nœuds, soit 148 km/h. Le décollage a été très lent. On aurait dit quelqu'un qui peinait à grimper une côte. À l'évidence, il y a un problème. Le F-28 a du mal à prendre de l'altitude. On est passé au-dessus des arbres et l'avion s'est mis à trembler. Je me suis dit, on va s'écraser. Et ça a été l'enfer. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un mixeur. L'avion a basculé à gauche, puis à droite. Le pilote a essayé de le faire monter. Il y a eu un pic de puissance et on a eu l'impression que l'avion s'était stabilisé. On sentait que les pilotes essayaient de reprendre le contrôle. Mais au bout de quelques secondes, on s'est à nouveau retrouvé dans un mixeur. J'ai crié « Les mains sur les chevilles, baissez la tête !» Les mains sur les chevilles et baissez la tête! Je l'ai répété et je me suis mise en position de sécurité. J'entendais les gens hurler. Il y avait des bruits très forts et horribles. À l'évidence, on allait s'écraser. Les pilotes ne peuvent rien faire. 49 secondes après avoir décollé, l'avion d'Air Ontario s'écrase dans un taillis à 950 mètres à l'ouest de la piste 29. Il y avait des débris d'avion partout. Je ne savais plus où j'étais. À ce moment-là, je me suis dit, je suis en vie. Tout s'était passé si vite. Quand on s'est écrasé, on est descendu suivant un angle qui a fait que le côté gauche de l'avion a été arraché. Et c'est par là qu'on est passé. Sans ça, on ne serait sûrement jamais sorti. Le prisonnier avait toujours ses menottes. Je les lui ai enlevées, mais le gars ne m'a pas lâché d'une semelle. Et on est sorti de l'avion. Il y avait des flammes partout, des explosions.
C'est là que je me suis souvenu qu'on avait repris du kérosène. Venez par ici! Et je me suis mise à crier « Venez par ici !» pour que les gens se repèrent à ma voix. Venez par ici! Les passagers tentent de se mettre à l'abri avant que le feu ne se propage. Ils sont 45 à avoir survécu à l'accident. Parmi les 24 victimes se trouvent le commandant de bord George Morwood et l'officier pilote de ligne Keith Mills. Les secours arrivent sur les lieux du drame. Les blessés sont évacués vers l'hôpital de Dryden. J'étais très inquiet parce que j'avais vu que dehors, il y avait beaucoup de neige. Je n'ai rien remarqué de spécial sur la piste, mais tout d'un coup, on a heurté les arbres. Dans les 24 heures qui suivent, une équipe d'enquêteurs du CASB, l'équivalent canadien du Bureau d'enquête et d'analyse, arrive sur les lieux. On part dans l'espoir de découvrir ce qui s'est passé, pourquoi, et de trouver un moyen d'éviter que ça se reproduise. On a refait à pied tout le trajet de l'avion depuis le seuil de piste jusqu'à l'endroit où il était tombé. C'est la première chose que j'ai faite. Je voulais réunir des renseignements sur ce que je voyais, donc j'ai pris des photos. Quand on arrive sur le lieu d'un accident comme celui-ci, on est submergé par deux choses, l'odeur du carburéacteur et celle de la mort. Les arbres qui se dressent au bout de la piste 29 fournissent des indices très importants sur le vol du Fokker. En fait, le F-28 a décollé en bout de piste grâce à ce qu'on appelle l'effet de sol. Et il est resté à basse altitude en balayant le sommet des arbres. Regarde, le sommet des arbres est coupé. L'avion n'a jamais volé. On dénombrait 24 morts, dont les 2 pilotes et une hôtesse de l'air. Ils avaient péri en faisant leur travail, et on tenait à leur rendre justice, mais tout en restant impartiaux. Parce que quand des erreurs ont été commises, il faut les corriger. À l'arrière du fuselage, les enquêteurs récupèrent les 2 boîtes noires, l'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique. Ces appareils sont conçus pour résister à des températures de 1100 degrés pendant une demi-heure. Mais les enquêteurs constatent que la bande magnétique a considérablement souffert de la chaleur. Les boîtes noires ont été au cœur d'une fournaise de 1100 degrés pendant plus d'1 heure et demie. Toutes les données sont donc irrémédiablement perdues. Ça a été une grosse déconvenue. Ça voulait dire qu'on allait être obligé de réunir des renseignements et de vérifier leur exactitude par d'autres biais. À Thunder Bay, on nous a ajouté 10 passagers. Désormais, les enquêteurs n'ont que les dépositions des témoins pour reconstituer l'enchaînement des événements. Le F-28 a commencé sa journée à Winnipeg et devait rallier Thunder Bay, puis revenir à son point de départ en faisant un arrêt à Dryden. Mais à Thunder Bay, le programme a changé. L'annulation d'un autre vol a obligé l'équipage à accepter 10 passagers supplémentaires. Quand les pilotes ont fait leurs calculs, ils se sont rendus compte qu'on était en surcharge et qu'il fallait se débarrasser de quelque chose. Bon, on va vidanger un peu de kérosène. Ils ont vidangé du carburant pour que l'appareil ait le poids convenable. Opération Ontario 363. Et le vol a pris 1 heure de retard. Ce poids supplémentaire ne laisse pas le choix à l'équipage. Il doit se débarrasser d'un peu de carburant pour réduire la charge.
En conséquence, une fois à Dryden, il faudra prendre plus de kérosène pour la dernière étape. David Rohrer se demande si ce changement a donné lieu à une erreur de calcul de masse et centrage. En clair, le Fokker était-il trop lourd pour décoller? Il découvre alors un détail déroutant. La fiche de masse et centrage de Dryden n'a jamais été récupérée comme elle aurait dû l'être. Elle a brûlé avec l'avion. David Rohrer en est donc réduit à utiliser les moyennes d'Air Ontario pour évaluer le poids des passagers et des bagages. Ajoutées aux feuilles d'avitaillement de l'aéroport, ces données lui permettent d'évaluer le poids au décollage. On connaissait le nombre de personnes à bord, la quantité de bagages et le poids du carburant. Le poids du F-28 se trouvait dans une fourchette comprise entre 28 et 29 tonnes. La masse maximale au décollage étant de 29 tonnes 480, l'avion n'était pas en surcharge. La cause de l'accident reste donc mystérieuse. Après 18 jours d'enquête, le gouvernement canadien charge le juge Virgil Mochanski de mener une enquête approfondie sur tous les éléments susceptibles d'avoir joué un rôle dans la tragédie. Le gouvernement voulait un juge d'instance ayant de l'expérience et de préférence ayant des connaissances en aviation. Justement, Virgil Mochanski est un pilote expérimenté et exerce en tant que magistrat depuis 13 ans. Il va collaborer avec David Rohrer et Frank Black, un consultant en aéronautique. Leur premier objectif, l'évaluation des systèmes de l'avion. On examine les circuits électriques, hydrauliques et carburants. On veut savoir ce qui leur est arrivé avant l'accident. On doit analyser les vestiges retrouvés sur le lieu du crash. L'hypothèse d'une défaillance est envisagée lorsque Sonia Hartwig évoque un incident troublant survenu à bord du même avion quelques jours avant le drame. C'était le lundi ou le mardi. Quand on a décollé, de la fumée a rempli l'avion et l'odeur était épouvantable. J'ai cru que le feu avait pris dans les toilettes. Mais il n'y a aucun incendie, ni dans les toilettes, ni en cabine. On nous a dit que c'était apparemment dû à la présence d'huile dans l'APU et que ce jour-là, ça se produirait à chaque décollage. L'APU, c'est le groupe auxiliaire qui alimente les réacteurs au démarrage. La combustion d'huile à l'intérieur de cette pièce a-t-elle déclenché un sinistre qui a été fatal au vol 1363 ? David Rohrer épluche le carnet de bord de la semaine en quête de la moindre mention du groupe auxiliaire. Et il fait une découverte surprenante. L'APU ne fonctionnait pas le jour du drame. S'il n'a pas pu provoquer d'incendie, il a malgré tout peut-être joué un rôle. Les enquêteurs découvrent que cette panne a obligé l'équipage à prendre une décision lourde de conséquences à Dryden. Normalement, le commandant de bord se sert de l'APU pour rallumer ses moteurs après les avoir arrêtés pour reprendre du carburant. Mais comme il n'avait pas d'APU, il n'a pas éteint ses moteurs. Cela signifie que l'avitaillement a eu lieu pendant qu'un des moteurs tournait. Le commandant Morwood a procédé à un avitaillement moteur en marche avec des passagers à bord. Il a laissé un réacteur tourner pendant qu'il prenait du carburant. La procédure n'est pas interdite, mais les risques en cas de fuite de carburant la rendent potentiellement dangereuse. À Toronto, en 1973, un employé de la maintenance a trouvé la mort lorsqu'un DC-8 d'Air Canada a pris feu pendant un avitaillement de ce genre. Ce n'est pas une pratique normale. Cette procédure a-t-elle endommagé les réacteurs? D'après le directeur de l'aéroport, un ancien pilote de l'armée de l'air, il y a eu un problème moteur. En effet, il explique à David Rohrer qu'il a vu l'avion exploser et qu'il a entendu une détonation aiguë au moment où l'appareil a disparu de son champ de vision. Selon lui, c'est le signe d'une extinction accidentelle du moteur.
L'enquête allait être médiatisée. Elle prêterait peut-être à controverse. Donc la seule façon d'être certain que la vérité éclaterait, c'était de trouver des preuves irréfutables. Du coup, on a récupéré tout ce qu'on a retrouvé de l'avion et on l'a transporté jusqu'à notre laboratoire d'Ottawa. Alors ? Compte tenu de cette nouvelle hypothèse, l'enquêteur en chef David Rohrer fait procéder à des essais moteurs exhaustifs. On voulait savoir s'ils avaient été abîmés. Les mécaniciens constatent que les deux moteurs Rolls-Royce n'ont subi que de légers dégâts structurels. Il n'y a aucune trace de feu moteur et rien qui puisse laisser supposer une panne. En l'absence d'indices, les enquêteurs se retrouvent donc à la case départ. Pour élucider le mystère, ils passent au peigne fin les dépositions des témoins. Un détail revient dans chacune d'elles. Ils ont déclaré qu'il y avait de la neige et de la glace sur les ailes lors du décollage. Les enquêteurs étudient alors les cartes météorologiques. Nos renseignements météo étaient très bons. Ces cartes indiquent que pendant la demi-heure au cours de laquelle le Fokker a patienté, la visibilité est passée de 3200 mètres à moins d'1 kilomètre à cause de la tempête. Même si on trouvait d'autres raisons, le fait qu'il y avait eu de la neige et de la glace sur les ailes était à prendre en compte. Sonia Hartwig dit également avoir vu quelque chose de bizarre. Quand on a décollé, j'ai remarqué que les ailes étaient couvertes d'une glace grise, dure et brillante. Les enquêteurs consultent le manuel du Fokker F-28 pour étudier son système anti-givrage et découvrent que seuls les bords d'attaque sont protégés. L'avion était équipé de bords d'attaque chauffants. Je me demande si l'antigivrage fonctionnait. La chaleur était fournie par l'air prélevé dans les compresseurs des réacteurs. On a découvert les vannes qui permettaient à cet air comprimé de circuler jusqu'au bord d'attaque. On les a essayées et elles fonctionnaient. L'antigivrage fonctionnait donc correctement. Mais comme il ne chauffait que les bords d'attaque, il n'a évidemment pas fait fondre la glace qui se trouvait sur le reste des ailes. Les enquêteurs soupçonnent cette accumulation de glace, qu'ils appellent contamination, d'avoir joué un rôle déterminant dans le drame. Pour vérifier le bien fondé de cette nouvelle hypothèse, le CASB contacte des ingénieurs de l'avionneur. Merci d'être venu. J'ai hâte de lire tout ça. Jack Van Hanks, l'ingénieur en chef, avait une foule d'études et de données concernant les effets d'une contamination sur l'aérodynamique du F-28. Les ingénieurs de Fokker créent une simulation du crash. Ils ont obtenu des données de très bonne qualité concernant les performances de l'avion, en simulant les charges, les températures et les autres paramètres auxquels l'avion avait été confronté. Les enquêteurs font alors une découverte capitale concernant la conception du F-28. En raison de l'angle de ses ailes, une toute petite quantité de glace suffit à le faire décrocher. La conclusion a été qu'une accrétion, même minuscule, perturbait l'écoulement d'air et réduisait la portance. Ça répond à beaucoup de questions. La simulation recoupe les dépositions des témoins. L'avion s'est tout juste arraché du sol. Il s'est incliné à droite et à gauche, il a perdu de la portance, il a heurté les arbres et il a ralenti jusqu'au moment où il s'est disloqué. Les enquêteurs ont désormais la certitude que la contamination de l'aile par de la glace est la cause de l'accident. La seule zone d'ombre, c'est la raison pour laquelle l'avion n'a pas été dégivré avant le décollage. Dans les zones froides, presque tous les aérodromes, y compris celui de Dryden, sont équipés pour débarrasser un avion de la glace dont il est recouvert. Mais George Morwood n'a pas demandé le dégivrage du F-28. Ça empire. Quoi de neuf? Ça ne se dégagera qu'en fin d'après-midi.
Les enquêteurs doivent comprendre pourquoi il a ainsi exposé non seulement sa vie, mais également celle des 68 autres personnes présentes à bord du vol 1363. Les enquêteurs s'intéressent à la carrière de George Morwood. Ils interrogent des membres de son équipage pour tenter de cerner sa personnalité. Le commandant Morwood était très pro. C'était un pilote à l'ancienne. Il avait une façon bien à lui de voir comment les choses devaient être faites. Et il avait des idées très arrêtées. Il était toujours très attentif à ses passagers. Et il s'efforçait de les faire partir et arriver à l'heure. Air Ontario était une compagnie en plein essor. Et c'était la première fois qu'elle se lançait dans l'aviation à réaction. Je suis sûr que le commandant Morwood se disait que ce n'était pas comme ça que lui s'y serait pris. Et de temps à autre, il a dû le faire comprendre à sa hiérarchie. Le dossier du commandant indique que par le passé, il avait retardé ou annulé des vols en raison d'un problème de givrage. David Rohrer ne comprend donc pas pourquoi cette fois-là, il n'a pas demandé de dégivrage. Un pilote qui se trouvait à Dryden ce jour-là répond en partie à cette question. Il a entendu George Morwood passer un coup de téléphone à Air Ontario. C'est ce que je me tue à vous dire. Il était très énervé et il s'inquiétait pour ses passagers. Il se plaint de l'attitude de son employeur. Ces mecs-là. Devine mon poids avant de partir de Thunder Bay. 29 tonnes 900 et des poussières. J'ai dû vidanger du carburant. D'accord. Et je fais quoi maintenant? Non. C'est à vous de me le dire. Des témoins l'ont vu sortir de l'aérogare et il semblait très en colère. Les enquêteurs s'interrogent sur la raison de cet énervement et reconstituent l'emploi du temps du commandant de bord en ce 10 mars 1989. C'était la 5e journée d'une semaine de travail très longue. Et le lendemain, le commandant Morwood devait partir au ski en famille. Avant son premier vol de la journée, il avait constaté que l'APU, le groupe auxiliaire, ne fonctionnait toujours pas. Puis à Thunder Bay, les mauvaises nouvelles avaient continué. Une fois que l'avion avait repris du carburant, le service opération avait imposé 10 passagers supplémentaires. En conséquence, le commandant avait dû vidanger du carburant, ce qui lui avait fait perdre encore un peu de temps. Autant pour le programme. Bon, on va vidanger un peu de kérosène. L'avion allait donc quitter Thunder Bay avec du retard. C'était le genre de commandant de bord qui ne voulait pas être en retard. Au moment où l'avion s'envole pour Dryden avec 1 heure de retard, les bulletins météo qui signalaient une pluie fine et du brouillard ne sont plus d'actualité. Le commandant Morwood n'a pas reçu le bulletin annonçant de la pluie givrante en arrivant à Dryden, alors qu'il aurait dû l'avoir. Au moment où le F-28 se pose à Dryden, le temps se dégrade de plus en plus. L'avion patiente pendant une demi-heure et la neige s'accumule sur ses ailes. Il faudra que je parle de tout ça. Les enquêteurs ne sauront jamais quelles inquiétudes le commandant de bord nourrissait vis-à-vis de la météo. Mais ils ont la certitude qu'elle le préoccupait. Quand David Rohrer interroge l'agent d'avitaillement, il apprend que George Morwood s'est renseigné à propos du dégivrage juste avant le décollage. On peut dégivrer ici? L'agent dit lui avoir montré l'équipe de dégivrage. Ensuite, il explique pourquoi, en toute vraisemblance, George Morwood n'a pas fait procéder à un dégivrage. La compagnie Air Ontario a pour politique d'interdire cette opération lorsqu'un des moteurs est allumé. Le produit risque d'être aspiré par les réacteurs et par ce biais de s'infiltrer dans le système d'air conditionné, ce qui pourrait se révéler très nocif pour les occupants de la cabine. Or, s'il avait coupé ces 2 moteurs, George Morwood n'aurait pas pu les faire redémarrer.
La seule autre façon de rallumer les moteurs à terre, c'est avec un matériel qui fournit de l'air comprimé. Mais il n'était pas disponible à Dryden. Il aurait donc fallu l'acheminer par avion depuis Winnipeg, ce qui aurait coûté cher. S'il avait coupé les moteurs, le commandant aurait cloué son avion au sol. Il aurait fallu trouver un hébergement pour les passagers aux frais de la compagnie, et c'est lui qui aurait été responsable. Donc la pression était forte. Non. C'est à vous de me le dire. J'imagine que la conversation téléphonique portait sur ce sujet, qu'il était mécontent, mais qu'il n'a pas eu le choix. Ça empire. Quoi de neuf? Forte chute de neige. Ça s'annonce difficile, mais ça reste dans nos limites de décollage. Tant mieux, parce que nos passagers tiennent à avoir leur correspondance, pourvu que ça se maintienne. Si la quantité de neige sur les ailes est encore dans les marges de tolérance, c'est ce qui se trouve en dessous qui condamne l'avion. Le kérosène contenu dans les ailes d'un avion peut supporter des températures de moins 40 degrés. Devenu glacial, ce carburant refroidit la surface métallique des ailes. En se déposant dessus, la neige gèle instantanément en formant une couche de glace presque invisible. C'est ce qui a perturbé l'écoulement d'air sur l'extrado et amoindri la portance. Miller compare immédiatement. Kenora, Ontario, on s'aligne, 363 Dryden. Selon moi, la seule raison qui ait pu le convaincre de décoller, c'est qu'il n'a pas pris en compte le phénomène de givrage, ni le fait que les ailes pouvaient encore être recouvertes de glace. Préviens Kenora qu'on est prêt. C'est peut-être pour ne pas avoir à régler un problème d'arrêt des moteurs que George Morwood a décidé de décoller pour Winnipeg sans procéder à un dégivrage. Il a dû se dire que la glace s'en irait au décollage. Ça a été son erreur. Une erreur tragique. Mais pour Virgil Mochanski, malgré cette erreur, George Morwood n'est pas le seul responsable du drame. Ce n'était pas une simple erreur humaine. Une myriade de facteurs se sont enchaînés pour provoquer l'accident. Parmi ces facteurs, l'un des principaux est la décision d'Air Ontario de faire voler un avion avec un APU en panne. La compagnie repoussait une bonne partie des opérations de maintenance en raison d'une rupture de son stock de pièces. Elle a dû en quémander auprès de tous les exploitants de F-28 du Canada. La gestion d'Air Ontario était donc très mauvaise. L'enquête établit qu'en rognant sur les coûts et en ne s'intéressant qu'à la rentabilité, la compagnie a mis en danger la vie de ses passagers et de ses employés. Comme Air Ontario utilisait depuis peu des F-28, il fallait rapidement faire descendre un équipage pour le remplacer par un autre, pour gagner un maximum d'argent. Je suis arrivé à la conclusion, après avoir longuement réfléchi, que beaucoup d'autres éléments étaient intervenus pour finir par obliger cet avion à décoller. Beaucoup de gens ont participé à l'enchaînement d'événements qui ont conduit à cette tragédie. Cet accident aurait pu être évité, mais tout a joué contre les pilotes. Il faut que je discute de tout ça. La direction d'Air Ontario n'avait pas placé la sécurité au cœur de sa culture d'entreprise. Or, c'est quelque chose qui doit se faire sentir du plus haut niveau jusqu'en bas de l'échelle. Sachant que des dizaines de Fokker F-28 sont en service à travers le monde, Virgil Mochanski prend une initiative originale. Bien avant la fin de son enquête, il présente un rapport provisoire qui décrit la vulnérabilité de l'avion en cas d'accrétion de glace et qui insiste sur l'importance de dégivrage répété dans des conditions hivernales. Un peu de glace avait des conséquences désastreuses pour un F-28. « 15 mois plus tard, il s'avère pourtant que sa mise en garde est restée lettre morte.
Le vol USR 405 décolle de New York à destination de Cleveland le 22 mars 1992. L'avion est un Fokker F-28 et il neige. Il fait moins 1 degré et à 21 h, l'avion est dégivré pour la deuxième fois depuis son arrivée de Floride. Dans l'heure précédente, il est tombé 2,5 cm de neige et les chutes semblent devoir continuer. USR 405 roulait pour la piste 13. L'équipage s'apprête à décoller. Le vol 405 a 1 h 3/4 de retard lorsque le commandant de bord, Wallace Major, emprunte un taxiway qui le conduit vers la piste 13. Et à ce moment-là... USR 405, tournez à gauche et maintenez avant écho. Tournons à gauche et maintenons avant écho. À 21 h 07, l'avion est contraint d'attendre sur le taxiway près de la piste 13. 23 minutes s'écoulent. L'officier pilote de ligne John Rashuba éclaire les ailes du F-28 pour vérifier qu'il n'y a pas de glace côté droit. Et il n'en voit pas. Ça me paraît bien, à ce que je vois. USR 405, piste 13, autorisé à décoller. 35 minutes se sont écoulées depuis le dernier dégivrage, mais l'équipage n'en demande pas un troisième. Poussée au décollage disponible. Température OK. Au départ, tout se déroule comme prévu. V1. Rotation. Puis, le F-28 entame sa rotation. L'avion avait atteint une vitesse suffisante pour décoller, mais tout juste. Les ailes ne le portaient pas, donc les pilotes avaient un problème. 13 secondes après avoir décollé, le Fokker s'écrase sur la rive de Flushing Bay. Les pilotes ne se disent jamais qu'ils vont s'écraser. Et comme les autres, ceux-ci se sont battus jusqu'au bout. Sur les 51 personnes qui se trouvaient à bord, 27 sont tuées. Un Fokker F-28 vient de s'écraser avec à nouveau des conséquences tragiques. Quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, c'est un nouveau Dryden. Très vite, le responsable de l'enquête soupçonne une accumulation de glace d'être une des causes principales du drame. C'était très difficile pour les pilotes de voir s'il y avait ou non de la glace sur les ailes en regardant par les fenêtres latérales. Ça me paraît bien à ce que je vois. Le commandant avait donc un gros problème. Pour procéder à un troisième dégivrage, il fallait qu'il sorte de la file d'attente, qu'il reprenne le taxiway jusqu'à l'aire de stationnement et qu'il attende le véhicule de dégivrage. Poussé au décollage. Ça lui aurait fait prendre beaucoup de retard. Ça aurait même pu conduire à une annulation du vol. Après tout ce travail, tous ces efforts, voir un tel accident se reproduire était extrêmement énervant. Certes, aucun règlement n'obligeait l'équipage à procéder à un nouveau dégivrage. Mais Virgil Mochanski avait souligné le danger inhérent à ce genre d'attente prolongée dans son rapport provisoire. Si les recommandations de mon deuxième rapport provisoire avaient été suivies, cet accident aurait certainement pu être évité. Il avait également pointé du doigt les limites du dégivrant utilisé à l'époque. Le produit de type 1 est un mélange d'eau et d'antigel. Ces produits chimiques sont conçus pour s'écouler des ailes au moment où l'avion s'élance sur la piste. Pour offrir de la portance, une aile ne doit pas être contaminée par de la glace. Le fluide de type 1 est appliqué chaud pour dégivrer le revêtement de l'avion, mais son action est de courte durée. Le fluide de type 1 avait une efficacité, dans des conditions optimales, d'environ un quart d'heure. Et dans de mauvaises conditions, comme en cas de pluie givrante, de l'ordre de 6 minutes. L'équipe de Virgil Mochanski était arrivée à une conclusion sans appel à propos de l'efficacité de ce produit.
Même si le commandant Morwood avait fait dégivrer son avion avant de décoller, mise en route effectuée, roulage pour départ, demandons clairance pour Winnipeg. Ça n'aurait peut-être rien changé. Une seconde, est-ce que vous pouvez attendre? La météo est mauvaise. C'est pas croyable. Le vol 1363 avait dû attendre que le Cessna en difficulté se pose. Le temps d'attendre que cet avion atterrisse et le temps de remonter la piste pour se mettre en position, la tempête de neige avait vraiment empiré et la contamination avait commencé. Même si George Morwood avait procédé à un dégivrage au cours des 30 minutes passées au sol, le fluide aurait vraisemblablement perdu toute efficacité et les ailes se seraient certainement retrouvées à nouveau couvertes de glace. Pendant les discussions avec des pilotes d'Air Ontario, il s'est avéré qu'il manquait cruellement d'informations concernant le dégivrage, le fonctionnement des systèmes de dégivrage et la durée pendant laquelle l'avion était protégé. Au moment de l'accident de New York, on s'est tout de suite rendu compte qu'il s'agissait du même type d'avion. En fait, c'était presque le même appareil que celui de l'accident de Dryden, et les circonstances étaient similaires. Le rapport canadien était un véritable tour de force, et il nous a permis de resserrer considérablement notre champ de recherche. Le juge canadien a publié son rapport provisoire plus d'1 an avant l'accident du vol USR 405. Et les recommandations qu'il contenait auraient pu l'éviter. Et Virgil Mochanski va constater que c'est un problème de communication qui a coûté la vie à 27 personnes. Pendant son enquête, il a découvert qu'il existait un autre type de dégivrant. C'est le type 2. Il est plus épais que le type 1, ce qui l'empêche de couler de l'avion trop rapidement. Le fluide de type 2 est nettement plus collant. J'ai entendu dire qu'on le compare à du mucus. Avec une tenue de 45 minutes, il empêche l'accumulation de glace et s'écoule de l'avion au décollage. 15 mois avant l'accident du Fokker USR, Virgil Mochanski avait recommandé qu'on l'utilise plus largement. Les enquêteurs canadiens avaient également étudié les méthodes de dégivrage à l'aéroport Pearson de Toronto. On a filmé un équipage après avoir surveillé attentivement la météo afin de trouver une annonce de pluie givrante. Et on a choisi un avion à destination des Caraïbes. Le CASB constate un délai alarmant entre le dégivrage et le décollage. Entre le moment où l'avion a été dégivré à la porte d'embarquement et son décollage, il s'est écoulé environ 41 minutes. Donc il ne faisait aucun doute que des avions s'envolaient de Pearson avec une surface à l'air plus ou moins contaminée. Ensuite, on est allé à l'aéroport d'O'Hare de Chicago, qui a été le premier à mettre en place des aires de dégivrage à proximité des pistes. Ça nous a été très utile pour comprendre comment ce matériel avait évolué, lequel il fallait utiliser et pour voir comment il fonctionnait. À l'époque du drame d'USR, l'aéroport LaGuardia n'offrait pas la possibilité de procéder à un dégivrage près des pistes, mais uniquement à la porte d'embarquement. Là encore, 15 mois avant le crash, Virgil Mochanski avait recommandé l'installation de matériel près des pistes, et non plus seulement au niveau des aérogares. Il avait aussi demandé à ce que les pilotes n'inspectent plus seulement leurs ailes depuis le poste de pilotage, Ça me paraît bien ce que je vois. mais aussi depuis la cabine. USR 405, piste 13, autorisé à décoller. Selon Virgil Mochanski, son rapport aurait pu empêcher l'accident de New York. Mais la FAA, l'aviation civile américaine, affirme ne l'avoir jamais reçu et n'avoir donc pas pu transmettre les informations qu'il contenait aux compagnies et aux pilotes. Pour le juge, cette excuse n'en est pas une. Mon deuxième rapport provisoire a été publié en décembre 1990.
c'est-à-dire près d'1 an et demi avant l'accident de la Guardia. Donc, il a dû dormir sur un bureau. L'accident du vol 1363 a conduit à la rédaction de recommandations qui auraient pu sauver des vies. L'accident du vol 405 a permis à ces recommandations d'entrer enfin en vigueur. Le crash de Dryden a eu de nombreuses conséquences. La commission a soumis 192 recommandations. Et cet accident a complètement changé notre façon de traiter la contamination par la glace. Aujourd'hui, il y a des aires de dégivrage près des pistes pour traiter les avions juste avant le décollage. C'est un des résultats du travail de la commission de l'accident de Dryden. Aujourd'hui, la plupart des compagnies aériennes utilisent un dégivrant plus performant, le type 4, dont l'action dure plus longtemps. En effet, il reste sur une aile jusqu'à près de 2 heures. En plus, les contrôleurs aériens doivent signaler aux équipages le temps qu'ils devront patienter sur la piste après un dégivrage. Dryden a vraiment été le premier accident grâce auquel on s'est intéressé non seulement à ce qui s'était passé dans le poste de pilotage, mais aussi à ce qui s'était passé au sein d'une compagnie. Ça a fait comprendre aux directions des compagnies aériennes qu'elles ne peuvent pas fuir leurs responsabilités en cas d'accident. L'avionneur hollandais Fokker a fait faillite en 1996. Malgré tout, en 2009, 55 F-28 étaient encore en service à travers le monde. La plupart dans des régions chaudes. Personne ne devrait plus mourir à cause de la contamination d'un avion de ligne dans une région où il y a de la neige et de la glace. On a retenu la leçon.